Bonsoir à toutes et tous. Donc, on va commencer cette rencontre autour du sevrage tabagique. J'espère que vous allez toutes et tous bien, on vous imagine ici sur votre terrasse ou dans votre jardin en train de nous écouter ou en tout cas de participer à la soirée. Euh, Avant de commencer, quelques petites consignes de pratique pour que la conférence à distance soit la plus confortable possible. Mais d'abord, donc, comme je l'ai déjà partagé dans la conversation, dans le chat, donc veillez à garder vos micros éteints, sinon ça fait un peu tout de suite cacophonie. Euh, il y aura un moment de questions-réponses à la fin des interventions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions via le chat, donc la conversation, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, celles et ceux qui n'ont pas trop l'habitude. En bas de l'écran, sur Teams, vous avez donc une barre de menu avec une petite bulle de conversation. Donc, vous cliquez dessus et à ce moment-là, la conversation s'ouvre à côté de l'image. À différents moments de la présentation, on va vous proposer de participer, donc d'intervenir via un système de vote enfin, digital. Donc, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir participer à ces questions, donc répondre à ces questions, vous avez dans la conversation, donc dans le chat, un lien. Vous voyez le mot WooClap. Donc, c'est dans un des messages partagés par ma collègue Morgane. Et donc, vous cliquez sur les liens, ça ouvre le site Internet où vous aurez, au fur et à mesure des présentations, des questions qui vont s'afficher. Donc, la personne qui parle vous dira à chaque fois basculer, aller sur le site de vote et puis après, vous revenez à la présentation. Je pense que comme ça, j'ai donné toutes les infos pratiques. Donc, on peut commencer. Donc, en tant que médecin et responsable du service promotion de la santé de Solidaris, je suis très heureux de participer à cette journée, soirée de réflexion autour du sevrage tabagique. Cette soirée donc, est organisée par Solidaris en collaboration avec le centre de santé du Namurois. Aujourd'hui, on va un peu parler des dangers du tabac. Mais ce n'est pas trop ça l'objet de la soirée. L'objet de la soirée, c'est plutôt parler des aides pour se libérer du tabac, parce que ces aides, on ne les connaît pas nécessairement de manière très... Enfin, tout le monde ne les connaît pas nécessairement de manière très approfondie et très précise. Parmi les aides possibles, il y a un acteur central qui est relativement peu connu, alors qu'il a vraiment beaucoup à nous apporter pour nous aider à nous libérer du tabac. C'est le tabacologue. Et donc, ce soir, on a la chance d'avoir ici autour de l'écran 3 tabacologues qui vont prendre la parole les uns et les unes après les autres. Il y aura d'abord Monsieur Marc Mours, donc, qui est tabacologue, formateur en hypnose et en auto-hypnose, puis Madame Catherine Van Kalster, qui est tabacologue et diététicienne, et enfin Monsieur Renaud Lacroix, qui est tabacologue, psychologue et acupuncteur. Donc, les 4 premières questions auxquelles on vous proposait de répondre sur le WooClap. Donc, c'était un peu pour vous connaître, pour comprendre un peu, savoir un peu qui participe à la conférence ce soir. Et la dernière question, oui, donc, êtes-vous fumeur? On est à 60% de fumeurs, fumeuses, 40%. Bon, il n'y a que 10 personnes jusqu'à présent qui ont participé, donc n'hésitez pas à aller sur le site, mais il n'y a pas d'obligation non plus. Hein. On va faire comme dans QR, on va se satisfaire du nombre de votes qu'on reçoit. La question suivante. Donc, si vous êtes fumeuse, fumeur, combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne? Je vois que tout le monde a tout de suite compris le système. Ça marche bien quand même, ce genre de système interactif. Pas d'autres votes? Ok, je propose qu'on passe à la question suivante. Alors,
si vous êtes fumeur ou fumeuse, est-ce que vous désirez arrêter de fumer? Mais ça, c'est quand même un peu rassurant. Il y a 100%, ah non, oui, 100% des gens qui sont, non, il y a quand même 25% qui ne veulent pas arrêter de fumer. Donc, c'est bien de la diversité, donc c'est très bien. Ils viennent de changer d'avis, non, non. OK. Et alors, donc là, il est écrit à vos smartphones, mais ce n'est pas nécessaire d'aller à vos smartphones. On vous demande juste ici si vous êtes fumeur, fumeuse, ben, en un mot, pourquoi êtes-vous motivé ou pas à arrêter de fumer? Donc, ne mettez qu'un mot par idée, donc pas des phrases. La santé, ça va, on comprend, mais n'en rajoutez pas. Donc, laissez uniquement un mot pour chaque idée. Donc, vous pouvez évidemment mettre plusieurs idées. OK. Donc, on voit que la santé reste centrale. Il y a toute une série d'autres motivations qui s'expriment aussi. Je vois que c'est mon mari qui veut que j'arrête pour certaines. Donc, voilà, ça, c'est une motivation. Pourquoi pas? Eh bien, je vous propose de passer maintenant à la première présentation. Donc, c'est monsieur Marc Mours qui va commencer les exposés. Marc, à toi. À ce qu'on voit dans la population générale, puisqu'on ne rencontre en général qu'un fumeur sur 4. Mais à ce type de soirée, c'est quand même attendu que vous soyez là fumeur, donc vous êtes les bienvenus. En termes de quantité fumée, la majorité des gens, 70%, fumaient 11 à 20 cigarettes par jour. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on voit de façon pratiquement identique dans les consultations de tabacologie. Une moyenne de 11 à 20 cigarettes, c'est ce qu'on voit le plus. Et dans certaines régions, ben là, on a des taux de fumeurs, enfin, pardon, pas des taux de fumeurs, mais des niveaux de tabagisme plus élevés. Et il y avait quand même 30% de personnes qui fumaient plus de 20 cigarettes par jour. Okay, dernière chose intéressante qu'on a vue dans les questions, c'est que 83% des personnes souhaitaient arrêter. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi en général. On sait qu'en moyenne, 6 fumeurs sur 10 ont plutôt envie d'arrêter leur tabagisme. Voilà, c'était juste pour rebondir et simplement exprimer que ce que vous avez donné comme réponse, en dehors du fait qu'il y a plus de fumeurs que dans une population normale, ben c'est en gros ce qu'on voit dans une consultation de tabacologie. Je suppose que mes collègues seront d'accord avec ça. On peut passer à la question suivante, qui introduit un peu le sujet. À votre avis, combien de produits chimiques sont présents dans la fumée de cigarette? On va peut-être attendre une petite seconde. OK. Donc, tout le monde est convaincu qu'il y a relativement peu de produits chimiques. Eh bien non. On a un tiers, un tiers, un tiers. 200. Très, très bien. Ben, c'est bien, ça va servir à quelque chose. OK. Je propose de répondre à la question. En fait, il y a énormément de substances qui sont produites par la combustion du tabac. On considère qu'on est de l'ordre de 4000 produits. Et ce qui est surtout important, c'est de se rendre compte qu'il y a plusieurs dizaines de cancérigènes, c'est-à-dire des produits qui provoquent des pathologies graves. Notamment, on y trouve du goudron, on trouve également des substances aussi dangereuses que de l'arsenic, des métaux lourds comme du mercure, on trouve également des pesticides brûlés et certaines substances radioactives comme le polonium. Vous vous rendez compte qu'avec de tels toxiques à l'intérieur de l'organisme, le fumeur, lorsqu'il fume, eh bien, introduit une série de produits qui vont provoquer une surcharge de travail de l'organisme. Ça va fatiguer l'organisme. Et un fumeur, quand il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre
une dose d'un de ces produits qui n'est pas dans la liste ici, mais qui est la nicotine, qui est en réalité un excitant, un stimulant. Et au moment où il va fumer, pour quelque part compenser sa fatigue, eh bien, elle va de nouveau réinjecter les 4000 produits. Ce qui fait que, au fil du temps, on voit les fumeurs non seulement fumer de plus en plus, et c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment, je rebondis sur les 70% de personnes qui fument 11 à 20 cigarettes, peut-être avez-vous déjà remarqué qu'au fil du temps, vous avez augmenté votre consommation. C'est en partie dû à ce phénomène qui est que fumer fatigue, et pour se réveiller, on prend de la nicotine, et au fil du temps, le fumeur est de plus en plus fatigué, jusqu'à ce qu'il tombe malade, et malheureusement, il décède 7 à 10 ans avant un non-fumeur, en moyenne. Et donc, ceci pour mettre en avant quelque chose qu'on entend souvent dans les consultations, c'est que les gens trouvent qu'il y a un certain plaisir à fumer. Vous vous rendez compte que inhaler ces substances et provoquer une surcharge de travail pour l'organisme qui mène à la fatigue et à des décès prématurés, ça ne peut pas être un plaisir pour le corps. Voilà. On peut passer à la question suivante. Alors, le tabagisme passif, c'est-à-dire être dans un environnement de fumeurs, représenterait moins de danger que le tabagisme actif. Ou en tout cas, représente moins de danger, ça c'est sûr, mais ne représente que peu de danger en général. Que répondez-vous? Eh bien, les réponses vont dans le bon sens, me semble-t-il. On peut passer à la dia suivante. Effectivement, c'est totalement faux, parce que vivre dans un environnement fumeur, c'est toxique. Donc, si on dénombre à peu près 15 000 morts par an à cause du tabagisme actif, on comptabilise quand même 2000 décès qui sont dus au tabagisme passif, c'est-à-dire les personnes qui subissent les conséquences de gens qui fument à côté d'eux. Et pourquoi cela? C'est en partie expliqué par le fait que le flux secondaire, donc le flux secondaire, je vous montre le stylo, si le stylo symbolise une cigarette, le flux secondaire, c'est le flux qui va s'échapper de la cigarette par rapport au flux primaire qui est le flux que le fumeur inhale. Eh bien, ce flux secondaire a une composition encore beaucoup plus toxique que le flux primaire. Alors évidemment, le fumeur inhale de beaucoup plus grosses quantités de fumée que la personne qui est dans son environnement, mais à cause de la composition toxique de ce flux secondaire, eh bien, on intoxique fortement les gens à côté de qui on fume. Et notamment, une des victimes, un type de victime particulier de ça, ce sont les enfants, car on sait que les enfants de fumeurs sont plus souvent malades et ont 2 fois plus de chances de devenir des fumeurs eux-mêmes par l'influence de leurs parents. Alors, même si on ne fume pas en face des enfants, si on fume dans un environnement où les enfants se trouvent, eh bien, les dépôts des fumées peuvent être toxiques pour ces enfants. Et c'est pour cela, à cause de ce tabagisme passif et de la mauvaise qualité des toxiques qui sont retrouvés dans le flux secondaire, qu'il est depuis quelques années interdit de fumer dans les lieux publics. Donc, bravo à vous pour la réponse à cette question. On peut passer à la suivante. Alors, l'addiction à la nicotine est plus forte que l'addiction à l'alcool. Est-ce vrai ou faux? Vous hésitez? Donc voilà, les résultats sont stabilisés à peu près. Donc une majorité d'entre vous affirme que l'addiction à la nicotine est plus forte que l'addiction à l'alcool. Il y a un moment où je vais me sentir inutile, puisque effectivement, vous avez raison. On peut passer à la dia suivante. C'est tout à fait vrai. Et c'est intéressant de savoir que, en général, une drogue est d'autant plus addictive qu'elle rentre rapidement dans l'organisme. Et donc, les drogues qui rendent la personne le plus facilement accro, ce sont les drogues qui sont injectées, comme l'héroïne, la morphine, ce type de produit. Évidemment, là, on a 100% du produit immédiatement dans le sang au moment de l'injection.
Viennent ensuite les drogues qui sont inhalées. Et comme vous le savez, la fumée de tabac est inhalée, exactement comme la cocaïne en général. Et il faut savoir que les substances actives arrivent déjà dans le sang et l'organisme après quelques secondes. On parle de 7 secondes pour la nicotine. D'accord? Donc, cocaïne et nicotine sont un peu moins addictives que les drogues injectées. Alors, l'alcool, lui, est une substance qui doit être ingérée et qui ne va arriver dans le sang qu'après plusieurs minutes, en effet, après avoir passé une partie du tube digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac. Il arrive seulement dans l'intestin où il est réabsorbé. Et donc, on considère qu'il faut environ 10 à 15 minutes pour que l'alcool arrive dans le sang. Eh bien, cette plus grande lenteur d'arriver dans l'organisme fait que eh bien, l'alcool est une drogue moins addictive que la nicotine. Donc, comprenez bien, on n'est pas en train de dire ici que l'alcoolisme n'est pas une pathologie moins importante que le fait de fumer. Bien sûr, les effets de l'alcool peuvent être tout à fait dévastateurs, mais la vitesse à laquelle on devient accro est beaucoup plus importante pour la nicotine que pour l'alcool. On considère qu'il faut quelques semaines pour être accro à la nicotine, à la cocaïne, alors qu'un alcoolisme se développe sur plusieurs années. Voilà. Donc retenez que la nicotine est une drogue particulièrement addictive et qu'en quelques semaines, on est déjà dépendant. On peut passer à la question suivante. Donc on parle maintenant des moyens de se libérer du tabac. Et la question est, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent dans les conseils qui sont donnés dans le grand public. Pour arrêter de fumer, il suffit de volonté. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Ok. On voit très clairement que la majorité des réponses se dirigent vers le faux. Et encore une fois, vous avez raison. On peut passer à la dia suivante. C'est tout à fait faux parce que la dépendance au tabac, elle est complexe et elle comprend plusieurs facettes. Il y a tout d'abord une dépendance physique. Donc, un fumeur qui inhale de la nicotine fait que son organisme, son système nerveux va développer des récepteurs à la nicotine. Et plus il fume, plus il y aura de récepteurs à la nicotine. Et ces récepteurs à la nicotine sont habitués à recevoir leur nicotine quotidienne. Et lorsque cette personne se met en sevrage, les récepteurs sont désaturés, donc ils ne reçoivent plus de nicotine. Et c'est ce qui crée notamment le syndrome de manque, avec de la nervosité, de l'irascibilité, etc. Et donc c'est une dépendance en soi. Une deuxième dépendance est la dépendance comportementale. Si vous faites le calcul du nombre de cigarettes que vous fumez depuis le nombre d'années, vous multipliez par ça par 365 pour connaître le nombre de jours et vous faites à peu près x 12 pour connaître le nombre total de fois où vous avez amené une cigarette à vos lèvres, eh bien, on arrive très souvent chez de nombreuses personnes à plusieurs millions de fois la répétition du geste. Chez certains fumeurs, il y a même une identification au fait de fumer. Il y a des gens qui disent moi, je ne pourrais pas être moi-même sans fumer. Ça fait partie de moi. Donc, ça montre bien à quel point cette dépendance comportementale peut être importante chez certaines personnes. Et on peut travailler dans le sevrage à éliminer, diminuer cette dépendance comportementale. On peut y travailler de façon spécifique. Il y a également une dépendance de type psychologique. On en a discuté il y a quelques minutes. Certaines personnes disent que ça leur fait plaisir, que ça les calme. Or, vous savez maintenant que la nicotine est un excitant, donc c'est un grand paradoxe du fumeur. Ça permet de prendre une pause, ça permet de passer de bons moments en soirée. Donc rendez-vous compte qu'une substance qui est un excitant et qui donne l'impression de se calmer, ça nécessite d'avoir une certaine réflexion et une certaine approche pour le sevrage. Et il y a également une dernière dépendance qui est très importante et qui est valable pour toutes les addictions. C'est une dépendance de type neurophysiologique. En effet, on a dans le cerveau un système qu'on appelle le circuit de récompense cérébrale et qui agit sur les zones du plaisir. Et en fait, lorsque quelqu'un devient accro à une substance, ce circuit de récompense est déréglé par rapport à l'addiction de laquelle il souffre.
Et en fait, tout se passe comme si, à partir du moment où la personne prend contact avec le produit auquel il est accro ou a été accro, immédiatement, cela déclenche des envies irrépressibles de consommer. Alors ça, c'est très important à savoir. Et souvent, vous entendrez un tabacologue ou un addictologue vous dire la substance de laquelle vous vous désintoxiquez maintenant, il ne faudra plus jamais la consommer parce que si vous la reconsommez même plusieurs années plus tard, immédiatement, ou en tout cas très rapidement, vous allez générer des envies comparables à ce que vous aviez connu au moment où vous étiez accro. Donc, lorsqu'on s'est libéré d'un produit, et notamment du tabac, il ne faut plus jamais y toucher. On va passer à la question suivante. Une bonne préparation et une bonne motivation sont déterminantes pour la réussite d'un sevrage tabac. Je crois qu'on a affaire à un public trop fort cette fois. Ah, quand même, il y a un faux. OK, merci à lui. Alors, on peut passer à la réponse. Donc, c'est évidemment vrai, et vous l'avez compris en fonction de ce qui a été expliqué précédemment, face à la complexité de la dépendance au tabac notamment, une approche avec l'aide d'un ou plusieurs professionnels. Sachez qu'on travaille souvent en centre d'aide aux fumeurs où il y a plusieurs spécialités qui sont réunies, pneumologues, diététiciens, des gens qui pratiquent l'hypnose ou la méditation ou ce genre de choses. Évidemment, au plus on va pouvoir avoir d'approches différentes, au plus on va pouvoir donner d'outils aux patients pour pouvoir se libérer du tabac. OK? Ça sert à quoi cette bonne préparation? Eh bien, ça sert à pouvoir déjà comprendre ces différentes composantes de l'addiction qui peut être variable d'une personne à l'autre, même si toutes les composantes sont généralement présentes. Et donc, on voit souvent que les taux de réussite sont bien meilleurs à partir du moment où l'ex-fumeur se prépare. Et la façon idéale de se préparer, c'est pas en étant obligé d'arrêter de fumer, mais plutôt en ayant la notion d'un projet de vie futur. Je veux me remettre en forme, je veux perdre quelques kilos, je veux pouvoir jouer avec mes enfants et se projeter quelques mois plus tard de façon positive dans une vie d'ex-fumeur. C'est généralement les personnes qui arrivent à faire cela chez qui on voit un taux de sevrage plus élevé. Okay. Alors, la motivation, elle est maintenue dans le temps et c'est très important. Nous, je demande souvent aux patients d'évaluer leur niveau de motivation. Alors, parfois, ils arrivent à la première consultation, ils nous disent je suis à 8 sur 10, et puis ils arrivent à la deuxième consultation en disant vous m'avez fait attendre et maintenant ma motivation n'est plus qu'à 5. Eh bien, c'est simplement un signe que leur motivation n'est pas suffisante pour entamer un sevrage. Il est très important d'avoir une motivation maintenue dans le temps. Nous aimons mieux le mot motivation que le mot volonté. Voilà. Alors, une chose qui est vraiment fondamentale, et ça on le voit dans les études de façon très claire, ce n'est pas une méthode qui va montrer un taux de sevrage plus élevé, mais dans les études, on voit clairement que c'est la combinaison de méthodes qui montre toujours une supériorité par rapport à une technique seule. C'est important de retenir cela. La suivante, ça devrait être la dernière, je pense. Alors, la cigarette électronique, c'est une bonne alternative et en plus de ça, c'est moins dangereux. Vrai ou faux? On aurait dû demander si vous étiez tabacologue aussi, parce que les réponses sont plutôt excellentes et vont dans le bon sens. Donc, on peut afficher le slide suivant avec la réponse. Honnêtement, la réponse que je vais vous donner ici, elle est aussi en partie personnelle, parce que si vous discutez avec des pneumologues, tabacologues, ils vont quand même estimer qu'il y a une réduction du risque à partir du moment où on consomme la cigarette électronique, ne fût-ce que parce qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, parce qu'il n'y a pas de goudron. Toutefois, en tant que tabacologue qui voit des patients toute la journée, on peut considérer que si on passe à la cigarette électronique avec de la nicotine, on maintient la dépendance physique. Le geste est souvent augmenté par rapport au fait de fumer. En général, les gens consomment énormément cette cigarette électronique et en plus de ça, dans beaucoup plus d'endroits. Ils sont un peu plus libres souvent.
La dépendance psychologique, elle va être exactement la même. On va fumer pour se relaxer, pour se détendre, pour prendre une pause. Et la dépendance neurophysiologique va être maintenue également. Donc, dans ce sens, en tant que tabacologue qui aide des patients à se libérer, je vais peut-être encore dire une chose, c'est que souvent, ce que j'entends en consultation, c'est que dès que la cigarette électronique tombe en panne, eh bien, immédiatement, mais dans la journée, on va racheter un paquet de cigarettes. Donc, vous voyez, de mon point de vue, on ne fait que transférer une addiction à une autre addiction. Et donc, dans l'idéal, évidemment, il vaut mieux se libérer totalement de l'addiction. Et retenez ceci, c'est un pneumologue qui m'a dit ça un jour et j'adore cette phrase, nos poumons, ils sont faits pour respirer de l'air frais et pas autre chose. Je pense que je donne maintenant la parole à... Non, il reste encore une question. Oui. Pardon. Ouais, donc la question est, la diminution, c'est une stratégie utile. Quel est votre avis là-dessus? Ouais, vous êtes mitigé. Donc la diminution est une stratégie utile. C'est faux. En fait, chaque fumeur a besoin d'une certaine quantité de nicotine. Par exemple, quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour, au moment où il va passer à une quinzaine de cigarettes par jour, eh bien, inconsciemment aura toujours besoin de la même quantité de nicotine. Donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Eh bien, elle va, de façon quasiment naturelle, tirer plus fort sur sa cigarette. Ça veut dire que la cigarette va chauffer plus fort et ça va produire un gaz qu'on appelle le monoxyde de carbone, qui est probablement le gaz le plus toxique qu'on peut identifier dans le tabagisme. Autrement dit, lorsque l'on diminue, on tire plus fort et on s'intoxique plus fort au monoxyde de carbone qu'on va craindre beaucoup plus à court terme que la nicotine elle-même. Donc généralement, la diminution est contre-productive. Toutefois, chez un certain nombre de fumeurs, notamment les très très gros fumeurs, on n'arrive pas à pouvoir leur donner des quantités de nicotine qui sont compatibles à ce qui existe sur le marché. Donc vous savez qu'il y a des patchs qui peuvent aller jusqu'à 25 mg. Eh bien, il y a des personnes qui ont besoin de 40 mg de nicotine et c'est difficile de leur donner cette quantité-là de nicotine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnes? Eh bien, il faut trouver une stratégie où il y a notamment un changement d'habitude qui va les pousser à diminuer un petit peu leurs besoins en nicotine. Mais c'est plutôt une exception, car en général, la diminution est plutôt une stratégie contre-productive. Voilà. Je crois que c'est cette fois que je passe la parole à Renaud Lacroix. Merci Marc. Voilà, moi je vais vous parler de l'acupuncture, donc pour venir en aide au sevrage du tabac. Alors, petite question également pour introduire le sujet. Pour que l'acupuncture fonctionne, faut-il nécessairement y croire? Question qu'on entend souvent. Alors, donc 73% disent qu'effectivement, il faut nécessairement y croire. Et c'est faux, même si bien sûr croire en l'acupuncture comme en toute thérapie, même aux médicaments, augmente l'efficacité de cette thérapie. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. L'acupuncture agit très bien par elle-même, même si on n'y croit pas. Et la preuve, c'est que on utilise très souvent l'acupuncture pour les animaux, que ce soit des petits animaux domestiques ou des plus gros comme les animaux de zoo ou de cirque. Alors, je ne sais pas si vous voyez le tigre en dessous du chien, mais ici je ne le vois plus. Il y avait un tigre, il a dû s'enfuir. Et donc même sur des reptiles, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est l'acupuncture? Ben, c'est bon, en deux mots, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'acupuncture est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. C'est donc une discipline qui remonte à 4 ou 5 000 ans et qui consiste à insérer des aiguilles au niveau de points clés qui régulent les flux énergétiques de notre corps. Donc, vous avez des illustrations ici des méridiens d'acupuncture.
Alors en pratique, après un petit entretien préalable ou après une ou plusieurs consultations de tabacologie plus classiques, ça va dépendre un peu de la demande du patient. Eh bien, l'acupuncteur invite le patient à se coucher sur une table de soins. L'acupuncteur pose une dizaine, une quinzaine d'aiguilles à différents endroits du corps. Voilà, par exemple, pieds, mains, visage, crâne. Il n'y a pas vraiment de recette unique. Il y a différentes combinaisons de points sont possibles en fonction du patient, mais aussi du praticien et de l'école d'acupuncture qu'il aura suivi. Alors aussi en fonction des différentes plaintes, je dirais satellites du patient, on peut ajouter d'autres points qui vont agir par exemple sur le sommeil, sur la détente, sur la digestion ou encore d'autres plaintes. On laisse les aiguilles une vingtaine ou une trentaine de minutes et généralement on les stimule à différentes reprises par de légères rotations. Voilà, ici vous avez une illustration des aiguilles qui sont posées pour le sevrage. Alors, quels sont les effets de l'acupuncture sur le sevrage? À quoi ça sert? Quelle est l'action de l'acupuncture sur le sevrage tabagique? Donc, ça va agir d'une part sur la sensation de manque, ça agit également sur le stress et sur l'état émotionnel de la personne. Ça peut aider à l'élimination des toxines. Ça peut entraîner, mais pas toujours, un dégoût pour le tabac. On peut agir sur le sommeil, sur l'état de fatigue, sur la toux et tout ce qui est digestif, sur le transit intestinal, sur l'appétit, etc., etc. Alors, combien de séances? C'est souvent une question qu'on me pose. Là, ça va dépendre. Généralement, 3 à 5 séances sont suffisantes et recommandées. Dans certains cas, une seule séance peut suffire et dans certains cas, il en faudra un peu plus. Et puis, ça va dépendre aussi bien sûr, de la motivation du patient et de sa réceptivité à l'acupuncture. Alors, il n'existe aucune contre-indication générale à faire de l'acupuncture. Bien entendu, dans certains cas, on va éviter de poncturer certains points, par exemple, si la patiente est enceinte. On utilise également l'acupuncture pour provoquer les contractions. Certains patients peuvent être aussi plus sensibles à la poncture que d'autres, donc certains peuvent être plus réceptifs à l'acupuncture, mais certains patients peuvent aussi trouver que c'est un peu plus gênant, voire dans certains cas douloureux. Il n'y a pas vraiment d'effets secondaires indésirables et l'avantage aussi, c'est qu'on peut combiner cette technique à toutes sortes d'autres techniques alternatives comme l'hypnose ou même des méthodes plus conventionnelles comme les substituts nicotiniques, patch et compagnie, ou des médications comme le Champix ou le Ziban. Même si bien entendu, ce n'est pas indispensable. Alors, souvent, on me demande les petites aiguilles qu'on peut mettre dans l'oreille. Donc, c'est pas vraiment proprement parler de l'acupuncture. Ça s'appelle de l'auriculothérapie. Ce sont des méthodes qui sont complémentaires. L'auriculothérapie, c'est la pose de toutes petites aiguilles comme des petites punaises recouvertes d'un scotch couleur chair qu'on met à certains endroits particuliers de l'oreille. C'est une technique qui est beaucoup plus moderne, qui a été développée par un médecin lyonnais, Paul Nogier, au milieu du XXe siècle. Ce ne sont pas donc des points d'acupuncture qui sont poncturés, mais ce sont plutôt des zones réflexes, à l'instar de la réflexologie plantaire, qui a pour principe de considérer que dans une partie du corps, l'entièreté du corps est représentée.
Donc, dans l'oreille, il y a des zones qui représentent l'ensemble des parties du corps. Et donc, l'auriculothérapie qui a été reconnue par l'OMS en 87 et l'acupuncture en 79. Alors, le matériel, donc surtout en ces temps de crise sanitaire, ça peut être intéressant de considérer que les aiguilles sont conditionnées sous blister unitaire et stérile. Ce sont des aiguilles qui sont à usage unique et qui sont jetées dans des conteneurs spéciaux. Alors, la pointe de l'aiguille est le plus souvent en inox d'un diamètre de 0,2 à 0,3 mm de diamètre. Donc, c'est beaucoup plus fin qu'une aiguille de seringue. Et la longueur de l'aiguille peut également varier. Le plus souvent, je pense, comprise entre 20 et 50 mm. En tout cas, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Tout dépend aussi de la zone qu'on va piquer, de la corpulence de la personne. Et puis, bien sûr, si on va poncturer un éléphant ou un cheval, on va utiliser des aiguilles un peu plus longues et un peu plus épaisses. Et voilà, donc quelques illustrations du matériel. Sur la droite, vous voyez donc les petites aiguilles d'auriculothérapie. Et à gauche et en dessous, vous voyez donc des aiguilles d'acupuncture. Et le petit conteneur spécial qui est le même que pour les seringues, les aiguilles de seringue. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à ma consoeur Catherine Van Kalster, qui est tabacologue et diététicienne. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, place à la diététique maintenant, avec une question dont bon nombre d'entre vous se posent certainement. Arrêter de fumer fait-il grossir? Je vous laisse quelques instants. Ok, alors, je ne vais pas répondre tout de suite à la question. On va développer tout ça et puis vous aurez votre avis propre. Alors, un fumeur sur 3 ne grossit pas forcément lors du sevrage. Les fumeurs ont un poids au départ inférieur aux non-fumeurs, eh bien tout simplement parce que le fait de fumer diminue l'appétit et en plus de ça, fumer augmente la dépense énergétique. Ce qui veut dire que quand vous allez entamer votre sevrage tabagique, vous allez tout simplement récupérer votre poids indûment perdu par rapport à un non-fumeur initial, quoi. Alors, lors du sevrage, si évidemment sur le plan nutritionnel on ne fait rien, il est possible que vous preniez un petit peu de poids, eh bien parce que un paquet de cigarettes par jour, eh bien peut quand même brûler jusqu'à 200 calories. 200 calories, si on fait le calcul sur une année, on est quand même à 7 kilos. Que faire pour éviter ça? Eh bien, le volet diététique parle évidemment d'une adaptation d'une alimentation et on va revoir un petit peu les bons produits, comment les cuisiner, parce que vous savez, la cuisson vapeur n'est absolument pas une fatalité en soi et c'est pas forcément goûtu. Donc on va parler évidemment de plein de choses, des recettes, des produits, des aromates, comment cuisiner mieux. Rassurez-vous, un fumeur, du fait que quand vous fumez, vous brûlez tous les récepteurs au niveau de la langue, eh bien, un fumeur mange plus gras, plus salé, mange moins de fruits, moins de légumes, en général boit plus de café, boit plus d'alcool, et alors au niveau des viandes, on est surtout sur des viandes qui sont des viandes hachées, par exemple, des entrecôtes plutôt qu'un filet pur. On est vraiment sur une viande qui est de moins bonne qualité, plus grasse et qui forcément donne un peu plus de goût parce que justement au niveau de la langue, vous détruisez tout ce qui est les papilles du goût.
Alors, au niveau des consultations, on va évidemment essayer d'équilibrer l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer, ça veut dire qu'on va vraiment s'adapter à vos besoins et voir un petit peu en fonction de votre mode de vie. Donc, on va diminuer les calories en mangeant moins riche, mais étant donné que vous allez retrouver du goût lors de votre sevrage tabagique, eh bien, vous allez manger, consommer des produits qui seront moins riches. On va être par exemple sur, vous allez, j'ai perdu mon fil. Vous allez manger plus de fruits, plus de légumes, ils vont vous sembler plus riches en goût. Voilà. On va aussi parler de tout ce qui est mode de cuisson. Et alors, du fait que vous allez manger plus de fruits et de légumes, vous allez manger des aliments qui sont protecteurs, ce qui veut dire qu'ils sont riches en antioxydants. Et les antioxydants vont protéger vos cellules. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, quand vous allez donc entamer un sevrage tabagique, au niveau gustatif, vous allez vraiment ressentir le goût que vous avez perdu et ceci va vite finalement revenir au bout de 4 à 1 semaine. Vous allez vraiment retrouver tous les goûts et manger deviendra vraiment un plaisir et vous allez vraiment modifier les choix des aliments. Vous allez modifier au magasin votre liste de courses et petit à petit, vous allez vraiment revenir sur des aliments qui vont être plus maigres, plus sains et donc du coup, vous allez ingérer moins de calories. Il y a évidemment des pièges à éviter lors du sevrage. Primo, on va parler du sucre. Comme mon collègue vous l'a expliqué, en fumant, vous allez activer tout un système de récompense, un système hormonal qui va faire que finalement, fumer, ça vous plaît. Lorsque vous allez entamer votre sevrage, on va diminuer cette production hormonale. Donc, le système de récompense va être quelque part en manque. Le corps, il va essayer de pallier à cet effet et il va vous appeler à consommer du sucre. Le sucre est une substance qui va augmenter ce système hormonal, donc ce système du plaisir, en augmentant la production de ces hormones. Il faut faire attention aussi au niveau des émotions. Qui n'a jamais, dans un cas, de crise, peut-être une petite crise de boulimie passagère ou autre, ou tiens, une mauvaise nouvelle ou justement une excitation, je vais partir en vacances, ah ben tiens, on va fumer une cigarette pour pallier à cette émotion. Toutes les émotions évidemment, heu, sont à apprendre à gérer, c'est ce qu'on fait en consultation en tabaco et évidemment, on va essayer d'éviter la compensation alimentaire dans ce cas-là. Voilà. Évidemment, la compensation alimentaire est vraiment très fréquent chez les personnes un peu plus sensibles au niveau des émotions et de leur gestion. Il y a évidemment des solutions à ces pièges. Au niveau des sucres, vous savez que pour, augmenter donc tout ce qui est hormonal, le système de plaisir, on a évidemment fumé la cigarette, ce qu'on va éviter. On a aussi, la consommation de sucre, là aussi on va éviter, mais on a aussi pratiqué une activité physique. Pratiquer une activité physique va vraiment stimuler ce système hormonal qui fera que, ce sera vraiment, un plaisir. D'ailleurs, si vous voyez un peu les joggeurs ou les gens qui font du vélo, ils ont vraiment ce besoin de recommencer leur activité sportive. Tout simplement parce que c'est une activité qui plaît et grâce aux hormones, c'est stimulé. Vous aurez exactement la même chose si vous pratiquez du sport. Voilà. Au niveau du sucre, encore une fois, on peut aussi se mettre à la cuisine et voir que finalement, on peut cuisiner sainement avec des produits agréables en goût. Alors, pour gérer tout ce qui est émotion, là, on est aussi dans toute une stratégie où il faudra réapprendre à faire autre chose que fumer. Avant, vous ne fumiez pas et vous viviez très bien. Lors de votre sevrage, on va réapprendre grâce à des petits switches, on va les appeler comme ça, des plans B à la fume. On va réapprendre évidemment à meubler des instants un peu plus compliqués. Par exemple, faire un exercice de respiration lorsqu'on est un peu stressé, prendre l'air lorsque on a besoin de faire une pause, etc. Alors, au niveau des émotions, pour éviter justement cet appel de la nourriture, on va essayer aussi de voir un petit peu, tiens, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie?
partir du moment où on arrive à faire la différence, si on a faim, ben là, c'est physiologique, on essaiera de consommer des aliments sains que nous aurons vus évidemment en consultation. Et si envie, c'est plus le côté psychologique. Et alors là, ce sera suivant vos idées, suivant votre propre réflexion sur les fameux switch, les fameux plans B. Voilà. Surtout, s'écouter, prendre conscience de son état. Et alors, petit à petit, vous allez réapprendre à vivre sans tabac. On va aussi en profiter dans les consultations diététiques pour changer un petit peu les mentalités. Alors, j'ai souvent des patients qui viennent en consultation et qui me disent, voilà, mes casseroles sont à table, il reste 2 pommes de terre dans la casserole, c'est dommage de gaspiller, on va finir son assiette, on va éviter le gaspillage. Et par exemple, j'ai aussi des patients un peu plus vieux qui disent, voilà, en temps de guerre, on n'avait presque pas à manger, ou en tout cas tous les jours, donc il fallait vraiment profiter du moment présent et consommer ce qu'il y avait sur la table. Mais l'évolution a changé, ce n'est plus le cas maintenant. Et en général, vous avez à manger sur la table tous les jours. Et dans ce cas-là, eh bien, on réapprendra à manger en pleine conscience, on appelle ça. Donc, ça veut dire que on va regarder ce qu'on mange, sentir ce qu'on mange, déguster, manger lentement, déposer ses couverts, vraiment prendre son temps. Et alors, sachez aussi que tout ce qui est hormones de satiété, il faut quand même 15 minutes avant qu'elles arrivent au cerveau. Donc, manger lentement, ça favorise aussi la satiété et vous allez manger moins. Déposez vos couverts, mâchez lentement, vous allez voir que cette satiété sera là. Je vais même vous donner un exemple. Partez au restaurant, enfin ils sont réouverts. Si vous prenez une entrée, vous allez voir que avant que le plat n'arrive, bien souvent vous êtes déjà rassasié. C'est en voyant l'autre plat, donc cette une grande diversité, que là vous allez le manger, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Donc on va vraiment travailler sur cet aspect-là. Conclusion, eh bien, la prise de poids ne sera pas une fatalité, en tout cas pas la vôtre. C'est ce qu'on va en tout cas travailler lors de consultations en tabacologie dans le volet diététique. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole de nouveau à mon collègue Marc Mours. J'ai eu toujours beaucoup d'affinité pour ce qui se passait dans le cerveau, la psychologie et ce genre de choses. Et je suis même venu à la tabacologie parce que j'ai commencé par l'hypnose. Et donc, on va commencer par une question. On va dire, il n'y en aura qu'une seule. Tout le monde n'est pas hypnotisable. Est-ce vrai ou est-ce faux? À votre avis, est-ce qu'on peut hypnotiser tout le monde ou non? Ah, vous êtes mitigé. Okay. On peut passer à la réponse. On peut considérer que c'est faux parce que, en fait, on est tous plusieurs fois par jour dans des états d'hypnose. Et comment on peut diagnostiquer un état d'hypnose? Comment on peut être sûr qu'on a été dans un état d'hypnose? Eh bien, on est en hypnose à partir du moment où on a l'impression que le temps passe rapidement. Le matin, quand vous devez aller travailler, il faut conduire les enfants, préparer tout ce qu'il faut, etc. Vous avez l'impression que vous manquez de temps. Eh bien, c'est parce que vous êtes tellement occupé à ce que vous faites que vous êtes dans un état d'hypnose. Lorsque vous revenez le soir, si vous êtes dans votre voiture et que en même temps vous conduisez de façon totalement automatique et que vous êtes en train de penser à la liste de courses que vous allez faire pour le repas du soir ou ce genre de choses, eh bien également vous êtes dans un état d'hypnose. Donc chaque fois que vous allez avoir l'impression que le temps passe très rapidement, vous êtes en état d'hypnose. Moi, je suis très agacé par mes collègues qui se donnent des intentions de gourou avec l'impression d'avoir un pouvoir sur les gens et ce genre de choses, parce que je pense que c'est un manque d'humilité totale dans la mesure où on utilise l'état d'hypnose de façon intéressante à partir du moment où on utilise son propre état d'hypnose. Prenez l'exemple de quelqu'un qui, à un moment donné, dans sa vie, a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation pour réussir quelque chose. Eh bien, cette personne a montré qu'elle était capable de faire fonctionner son corps et son cerveau, et vous allez comprendre pourquoi je parle du corps et du cerveau ensemble, de façon à réussir quelque chose. Donc, ça veut dire que pour arriver à atteindre quelque chose qui n'est pas habituel, qui ne fait pas partie du quotidien, cette personne a été capable de se mobiliser pour réussir ces choses.
eh bien, c'est ce qu'on va appeler en hypnose une ressource. Les ressources dans le domaine de la tabacologie peuvent être diverses. Par exemple, beaucoup de personnes arrivent en disant, vous savez, moi je suis nerveux et donc comme je suis nerveux, mon sevrage il va être compliqué. En réalité, on fait comprendre à ces personnes qu'à certains moments, elles sont très calmes. Si elles évoquent un moment en famille où elles sont bien, un moment de vacances où elles sont particulièrement détendues, simplement pour leur faire prendre conscience qu'elles ne sont pas exclusivement nerveuses, mais qu'elles connaissent également des états de calme. D'accord ? À partir du moment où on va pouvoir, par des techniques éventuellement, se focaliser sur les états de calme, eh bien, les états de calme vont être de plus en plus importants et automatiquement, les sensations de nervosité vont diminuer. Vous voyez ? Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est une façon naturelle qu'a le cerveau. Il ne sait pas penser à tellement de choses à la fois. Il sait même penser qu'à une seule chose à la fois. Et donc, à partir du moment où on se concentre sur quelque chose qui est positif, intéressant, pour arriver à quelque chose, eh bien, on fait déjà de l'hypnose. Donc, pour arriver à faire de l'hypnose, il faut juste identifier les ressources que chaque personne a en elle. Et donc, j'en reviens à l'histoire de certains collègues qu'on voit parfois prendre des airs de gourou. C'est une erreur totale, puisque en réalité, c'est la personne elle-même qui va pouvoir à un moment donné mobiliser ses ressources pour trouver les solutions. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut, par des techniques hypnotiques, que l'on apprend dans certaines bonnes écoles, simplement aider la personne à pouvoir accéder à ses ressources. Voilà. Alors, c'est très important de se rendre compte, vous avez vu, j'ai évoqué le moment où une personne réussit quelque chose, le moment où on manque de temps le matin, le moment où une personne peut retrouver du calme et ce genre de choses, ou une volonté importante pour réussir quelque chose de particulier. Ça montre bien qu'il n'y a pas un état d'hypnose, il n'y a pas une hypnose, mais des tas d'états d'hypnose, et que la personne qui va accompagner en hypnose, par exemple, dans un sevrage tabagique, son job principal sur cet aspect-là des choses, c'est simplement de permettre à la personne, au patient, d'accéder à ses propres ressources. Voilà. Je voulais vous parler de ça de façon simple, pour vous dire simplement que quand on est formé en hypnose, on fait de l'hypnose pratiquement tout le temps dans la discussion qu'on a avec le patient, et il n'est pas nécessairement de passer par des séances spécifiques, même si souvent ça peut être intéressant de le faire. Donc la notion de pouvez-vous m'hypnotiser pour que j'arrête de fumer, c'est un challenge quasiment impossible, parce que d'abord on n'hypnotise pas quelqu'un, on l'aide plutôt à rentrer en hypnose et à rentrer en contact avec des ressources de cette personne. Et ensuite, c'est la personne elle-même qui va faire le boulot d'une certaine façon. Et un élément important dans l'hypnose, justement pour ne pas être trop, mener trop la conversation et faire trop de suggestions directes à la personne, on va être souvent extrêmement vague. Donc, on va faire des suggestions très vagues qui vont laisser la personne aller dans le sens où ça lui convient. Voilà. Donc, on peut utiliser l'hypnose de façon bien différente dans le sevrage tabagique, et c'est quelque chose qui est très enrichissant dans le dialogue et la discussion qu'on a avec le patient. Voilà. Je propose de terminer là et passer la parole à Pierre Baldewens pour terminer. Peut-être passer à la petite séance de questions-réponses. Donc, on a quelques questions dans le chat, et peut-être on va commencer par des questions un peu générales. Donc, j'adresse aux trois tabacologues. Je ne sais pas qui aura envie de prendre la parole. Donc, d'abord, il y a 3 questions sur la nicotine. Donc, il y a une question donc de quelqu'un qui pose la question de savoir quelle est la meilleure méthode pour se sevrer de la nicotine, avec l'explication que monsieur ou madame, parce que je n'ai pas le prénom de Potter, a eu recours à la cigarette électronique pendant un certain temps, mais qui avait aucun effet sur
sur le fait de sa dépendance à la nicotine. Je ne sais pas si qui veut prendre la parole pour répondre. Marc? On a évoqué tout à l'heure un fumeur inhale de la nicotine et ça crée des récepteurs nicotiniques au niveau du système nerveux. D'accord? Donc là, le sevrage spécifique à la nicotine est vraiment purement physique. Et donc l'astuce, ça consiste à faire ce qu'on a évoqué dans une des questions, c'est-à-dire donner de la nicotine sous une forme qui est beaucoup moins addictive. Donc, quand on fume la nicotine, elle arrive à peu près en 7 secondes au cerveau. C'est une arrivée rapide, violente, qui crée une addiction forte et rapide. Et donc, l'astuce va être de donner une quantité équivalente, voire même légèrement supérieure de nicotine à la personne, mais sous une forme qui rentre très lentement. Donc, tout à l'heure, on a évoqué l'alcool qui arrive seulement dans le sang au bout de 10-15 minutes. Eh bien, on va donner la nicotine sous une forme qui rentre très lentement, c'est-à-dire en 2 heures, à travers des formes telles que le patch, qui diffuse lentement. Voilà. Ça, c'est la solution qu'on utilise le plus fréquemment en tabacologie parce qu'elle est très logique et à partir du moment où on a bien calculé les dosages dont la personne avait besoin, avec encore une possibilité de prendre des petits suppléments de nicotine en cas de besoin, eh bien, le fait d'administrer la nicotine sous forme de patch va permettre de diminuer rapidement, enfin en tout cas au bout de, enfin ça dépend d'un patient à l'autre, mais c'est de l'ordre de 3 semaines à 1 mois, les dosages, et la personne ne va même pas se rendre compte que l'on diminue ce taux de nicotine parce que le corps il sera habitué et le nombre de récepteurs aura été éliminé. Ça, c'est la façon la plus logique, la plus couramment utilisée pour éliminer la nicotine. L'autre méthode a été évoquée par Renaud Lacroix, notamment à travers l'utilisation, mais a été évoquée aussi par Catherine. En fait, on peut travailler avec des médicaments comme le Champix, la varénicline, à modifier les sensations qui se passent au niveau du circuit de récompense. Et ce médicament-là va provoquer une diminution des envies. Donc, ce n'est pas un sevrage direct de la nicotine, mais c'est une façon de court-circuiter la façon dont le cerveau ressent de façon plus ou moins intense le besoin de nicotine. Voilà. Le Ziban, donc c'est un médicament qu'on utilise de moins en moins parce qu'il y a eu quelquefois des éléments, notamment au niveau psychiatrique et chez les personnes souffrant de dépression, il y a parfois des exacerbations d'épisodes un peu dangereux. Et donc, on utilise de moins en moins le Ziban. Et donc, voilà, méthode la plus directe, la nicotine sous une forme lente, les patchs et les substituts nicotiniques, ou alors la varénicline qui réduit fortement les envies. Voilà. Et donc, ça répond en même temps à une autre question de la même personne qui posait des questions à propos du patch, justement, et de l'intérêt du patch dans le sevrage. Autre question autour de la nicotine. Combien de temps faut-il pour que la nicotine soit éliminée? Éliminée. Donc, pour que la nicotine disparaisse du corps. Voilà. C'est vous qui... Que la nicotine, en général, prend environ 3 semaines pour être éliminée de l'organisme. Voilà. Donc, en n'utilisant pas de substituts nicotiniques ou après les substituts nicotiniques, compter 3 semaines pour que la nicotine ne soit plus active au niveau de l'organisme. Alors, bien sûr, elle va rester toujours à l'état latent, ce qui fait que si après 1 mois, 1 an, 10 ans de sevrage, vous refumez une cigarette occasionnelle, c'est un des grands pièges de rechute parce que ça va venir réactiver donc la dépendance au niveau des synapses, au niveau des récepteurs nicotiniques, donc au niveau de vos synapses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question.
Tandis que chez une personne âgée, il va falloir parfois 1 mois avant que ces récepteurs nicotiniques s'éliminent. Donc, on peut adapter les traitements en fonction de l'âge et du métabolisme également. Et, toujours sur la nicotine, plutôt pour vous, Madame Van Kelster. Donc, quel est l'impact de la nicotine sur l'alimentation? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est vraiment sur le système de récompense et c'est lui vraiment qui crée au niveau de la diététique, en tout cas, toutes ces envies, tous ces comportements alimentaires. C'est vraiment sur le système de récompense. Sinon, la nicotine en elle-même n'a pas vraiment de rôle sur la faim physiologique, quoi. Voilà. On reste chez vous, donc j'ai une question donc, où une personne dit que la cigarette provoque une perte de goût, mais d'après l'expérience de la personne, la cigarette électronique, par contre, permet au goût de revenir, à l'odorat de revenir. Est-ce que vous avez ce genre d'expérience dans votre... Absolument. Alors, quand vous fumez une cigarette, évidemment, cette chaleur, c'est ça aussi qui va détruire tous ces récepteurs au niveau de la langue, que vous n'avez pas forcément avec une vapoteuse, évidemment, parce qu'il n'y a pas cette chaleur, il n'y a pas ce CO qui va détruire tout ça. Donc, c'est vrai que au niveau du goût, ça revient. On est un peu mitigé, mais il y a plus de goût. En tout cas, vous ressentez plus de goût avec les cigarettes électroniques. Voilà. C'est encore mieux de ne pas fumer, évidemment. Merci. Pour revenir à l'aide médicamenteuse, donc il y a une personne qui témoigne du fait que le médicament qu'il a reçu, le Champix pour ne pas le citer, ben, ça a une efficacité pendant quelques jours. Et puis après quelques jours, la personne dit je commence quand même à retrouver le même état d'énervement et je n'ai qu'une envie, c'est de recommencer à fumer. Donc il estime que le médicament n'est pas efficace plus de quelques jours. Est-ce que vous avez quelque chose à commenter par rapport à cette expérience-là? Moi, en tout cas, je peux peut-être déjà commencer par le fait que, attention, que ce soit un médicament ou autre, une baguette magique, ça n'existe pas. Un médicament seul ne va pas réduire le problème, ne va pas éliminer le problème. Je veux dire, c'est un travail que vous devez faire sur vous et sur vos comportements. Et alors, la médication viendra en soutien. Mais c'est pas pour ça qu'elle va résoudre le souci. C'est pas le médicament en lui-même seul qui va vraiment vous faire arrêter de fumer. Peut-être que mes collègues peuvent étoffer un petit peu la réponse. Il y a une variabilité importante d'une personne à l'autre. Donc, il y a des personnes qui prennent du Champix et qui vont pas le supporter dès les premiers jours parce que c'est parfois mal toléré au niveau digestif et qui vont abandonner avant même d'avoir les premiers effets. Il y a des personnes qui vont, chez qui ça va fonctionner, mais de façon remarquable, et qui décrivent une disparition des symptômes de craving, donc cette envie de fumer, très rapidement. Et parfois, il y a certains effets secondaires qui apparaissent. Par exemple, bon, on décrit des rêves étranges et ce genre de choses. Et chez certaines personnes, c'est exacerbé. Alors, il faut faire attention aussi, mais ça, c'est souvent le médecin qui va... Moi, je renvoie toujours au médecin traitant pour avoir son avis sur le Champix. C'est un médicament qui agit sur le cerveau, et donc le médecin traitant doit bien évaluer s'il n'y a pas d'autres médicaments qui agissent sur le cerveau, des psychotropes ou des antidépresseurs et ce genre de choses. Donc, c'est un médicament qui est déjà beaucoup plus compliqué à utiliser que les substituts nicotiniques qui, eux, évidemment, remplacent simplement la nicotine qui était prise au départ. Et je voudrais juste ajouter une dernière chose sur le Champix, là encore je n'engage que moi, c'est que quand on fait de l'hypnose avec des gens qui prennent du Champix, eh bien ils partent beaucoup plus facilement en hypnose. J'ai demandé à la firme Pfizer si elle pouvait me donner des renseignements par rapport à ça. Et donc, mais ils n'ont pas d'études par rapport à ça, hein. Donc, moi j'ai la conviction que les gens qui prennent du Champix et qui le supportent bien, ça les aide à partir plus facilement dans des états hypnotiques. Voilà. Mais c'est plutôt anecdotique ce que je raconte et je n'engage que moi. Le Champix peut entraîner des pertes de vigilance et donc il est fortement à déconseiller pour des routiers, par exemple, ou des personnes qui doivent vraiment être vigilants, sinon ils peuvent mettre leur vie ou la vie d'autres personnes en danger. Donc, c'est peut-être dans ce sens que
ça peut favoriser l'hypnose, vu la perte de vigilance et sans doute une modification déjà des ondes cérébrales. Voilà, une explication peut-être. Ok, merci. Pour rester sur la question des médicaments, donc par rapport au Champix et aux IBAN, donc est-ce que c'est uniquement les médecins qui peuvent le prescrire ou est-ce que le tabacologue non médecin peut prescrire? C'est une question d'un des participants. Alors, au niveau de ces médications-là, évidemment, ce sont les médecins qui vont prescrire parce qu'ils vont ils vont voir un petit peu au niveau des antécédents si c'est conseillé ou pas. Cette médication, évidemment, engendre beaucoup d'effets secondaires possibles et il faut être très vigilant. C'est vraiment une médication qui n'est pas à prendre à la légère. Donc le tabacologue non médecin peut le conseiller, mais le patient devra passer par son médecin pour le faire prescrire en tout cas. Une question un peu, enfin, que je voudrais vous poser aussi, mais quelle place est-ce que, justement, dans quelle mesure est-ce qu'on vous décidez qu'est-ce qui fait que vous allez décider que pour un patient, il y a intérêt ou il y a un besoin ou il y a une recommandation d'après vous d'avoir en plus d'une approche plus enfin, psychologique ou acupuncture ou hypnose ou d'autres que vous allez conseiller d'en plus. On a bien entendu tout à l'heure qu'il ne faut pas le médicament seul, hein, donc ça, c'est sûrement pas la solution. Mais par contre, qu'est-ce qui va faire qu'on va proposer ou vous allez trouver qu'il faut, dans tel ou tel cas, passer par la case médecin pour une prescription de médicaments? Peut commencer à répondre. Je vais parler bien sûr personnellement. Moi, je prône donc davantage les méthodes alternatives non médicamenteuses. Donc d'emblée, je ne vais jamais proposer le Champix. Donc je vais plutôt travailler donc effectivement avec l'acupuncture, mais aussi avec l'accompagnement, on va dire cognitivo-comportemental, avec une approche plus psychologique et une stratégie élaborée avec le patient, une stratégie d'arrêt. Où je vais donc intégrer l'acupuncture. Et si l'acupuncture ne s'avère pas suffisamment efficace pour le patient en question, et ou si le patient arrive avec une envie d'avoir des patchs ou d'autres substituts nicotiniques, bien entendu, on va également les intégrer à l'accompagnement. Voilà. Par contre, le Champix, je ne l'intégrerai pas, sauf si le patient le veut absolument. Je vais lui dire, faites-le prescrire par votre médecin et je vais continuer à l'accompagner au niveau de la prise en charge psychologique et stratégique. Voilà. Les substituts nicotiniques sont vraiment une première intention, mais doivent être intégrés dans une prise en charge globale. Donc, en fait, moi, j'aime bien expliquer de façon métaphorique qu'un sevrage tabac, c'est un peu comme si on devait réussir à préparer une bonne voiture de rallye. Et donc, si par exemple on considère que l'hypnose ou l'acupuncture, c'est ce qui va permettre d'avoir un moteur turbo très puissant, eh bien, ça ne va pas permettre de réussir à avoir une très bonne voiture, parce que la bonne voiture, elle va aussi avoir besoin de bons freins, de bons amortisseurs, de bons pneus. Et donc, et un bon pilote idéalement. C'est d'ailleurs dans ce sens-là où le patient se prépare. Et donc, moi, j'ai vraiment la conviction, donc c'est en partie grâce à la littérature que j'étais convaincu de ça. Moi, je fais mon travail là-dessus en tabacologie pour le diplôme. C'est que c'est la combinaison des méthodes qui va augmenter l'efficacité. Alors, si on parle chronologiquement des médicaments, c'est d'abord les substituts nicotiniques, tout simplement parce que c'est une substitution naturelle à une quantité de nicotine et c'est absolument pas dangereux. Souvent, les patients disent, oui, mais dites, prendre ça, ça va pas être dangereux. Ben, vous le prenez déjà. De toute façon, cette nicotine-là, vous la prenez déjà dans ce que vous inhalez dans la fumée de tabac. Et au lieu des 4000 substances, vous allez juste garder une seule
qui va être sous une forme non addictive. Donc, elle est logiquement la plus intéressante à utiliser et elle fonctionne très bien. Quand c'est bien calculé, ça fonctionne très bien, mais évidemment dans le cadre d'une prise en charge globale avec plusieurs méthodes. Et à cause des effets secondaires dont on a discuté, du risque plus important, du fait qu'on travaille sur le système nerveux central, ben le Ziban et le Champix sont des produits à utiliser en seconde intention. Peut-être encore une dernière nuance par rapport au Champix. Il y a des études qui montrent que chez les très gros fumeurs, donc on parle au-delà de 25 à 30 cigarettes, la combinaison du Champix avec les substituts nicotiniques est intéressante. Et donc ça, on le préconise parfois. Moi, je travaille à Charleroi aussi, et j'ai quelquefois de très très gros fumeurs chez qui ça fonctionne parfois très très bien. Voilà. Question sur le tabagisme passif, donc question d'une participante. Est-ce que on a un peu une idée de, après, par exemple, 15 ans de tabagisme passif, donc le fait de vivre aux côtés d'un fumeur, combien de temps faut-il pour être, entre guillemets, désintoxiqué? Je pense que ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Il y a tellement de facteurs d'intoxication outre le tabagisme qui peuvent jouer. Et puis, il y a aussi les capacités de la personne à éliminer. Là, il y a des facteurs génétiques qui vont faire que certaines personnes sont des meilleurs excréteurs de toxiques que d'autres. Ça va bien sûr dépendre aussi du mode d'alimentation qu'a cette personne, de son environnement, des produits toxiques qu'il utilise ou non dans sa profession ou dans son quotidien, de la quantité d'eau que cette personne peut boire également pour éliminer. Donc, de toute façon, on peut dire qu'à partir du moment où on n'est plus soumis à de la fumée de tabac, que ce soit un fumeur actif ou passif, à partir de ce moment-là, ben déjà, on enlève cette source et donc le corps va progressivement éliminer tous ces toxiques, mais à son rythme. Et donc, ça peut prendre des mois, des années. Mais voilà, au plus le temps passe, au plus le corps a cette capacité d'éliminer, éventuellement de se régénérer. Mais bien entendu, ça va dépendre de l'hygiène de vie de cette personne. Merci. Je vois qu'il y a une série de questions sur les aides, notamment mutuelles, de la mutualité du système de sécurité sociale. On va en parler juste après. Il y a une question un peu plus, je vais la lire, d'un participant. Donc, le rapport entre toxicité et absence de plaisir est faux. Tout dépend. Pardon, tout dépendant connaît pertinemment les effets néfastes de la substance qu'il consomme et à laquelle il est dépendant. Ne faut-il pas plutôt travailler sur les motivateurs de l'addiction, donc un travail en profondeur donc, et si oui, ben, quelles sont les pistes pour travailler les raisons de l'addiction, les motivateurs de l'addiction de manière plus approfondie? Et le même participant vous remercie pour l'excellente conférence. Peut-être commencer par répondre à cela. Eh bien, vous savez, les consultations en tabacologie, ça ne se fait pas sur une séance. Et donc, évidemment, ça prend du temps en consultation. On fait 1, 2, 3, 4 séances peut-être avant de lancer le sevrage. Et on travaille en effet sur ces addictions, sur la motivation. C'est vraiment un travail personnel. Donc, expliquer comment est-ce qu'on fait, quelles sont les pistes, il y en a tellement et ça varie tellement en plus d'un tabacologue à un autre et suivant la personne, le patient. Donc ça se travaille en séance, mais c'est difficile à dire en 2 mots. Voilà, donc, mais en effet, on travaille essentiellement d'ailleurs sur la motivation et tout ce qui est l'addiction et le pourquoi on fume, décoder le patient, quoi. Voilà. De rajouter que, bien sûr, si
on peut trouver les sources de ce plaisir et voir pourquoi telle ou telle personne devient addict à la cigarette et pas une autre au moment des premiers essais, probablement à l'adolescence. Donc ça va dépendre de toute une série de facteurs psychiques, de blessures psychiques, de milieu familial, de culture également, au sens plus large. Et là, si on veut travailler ça, voilà, peut-être il faut travailler avec la psychanalyse ou d'autres méthodes qui peuvent prendre beaucoup de temps. Je pense que le tabacologue, il est là aussi pour travailler de manière plutôt centrée sur la solution et donc d'aider la personne à trouver des alternatives non toxiques à ses besoins, à ses carences, à ses blessures. Et donc, se poser la question, tiens, j'ai envie de fumer, pour quelle raison? Est-ce que c'est pour me détendre? Est-ce que c'est pour me défouler? Est-ce que c'est pour passer le temps, pour me donner une contenance, pour me faire plaisir, pour me récompenser, pour faire une pause, ou probablement pour tout ça à la fois? Et pour chacune de ces fonctions, essayer de trouver une ou plusieurs petites alternatives qui va essayer de rencontrer ce besoin et qui n'est pas nocif pour la personne. Ajouter qu'il y a une évolution dans l'état d'esprit du fumeur. Donc, on la connaît même au début où il commence à le consommer, où il n'est pas du tout prêt à arrêter. Il n'est pas dans le même état psychologique, dans la même motivation qu'au moment où il se dit ce serait bien que j'arrête. Et il peut arriver chez le tabacologue dans un état d'esprit où il n'est pas encore totalement motivé. Donc, les raisons qui font que le fumeur a besoin de fumer, bah, elles sont un peu intriquées dans les quatre parties de la dépendance. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que la psychologie du fumeur évolue. Et on arrive même à un certain moment, quand on voit des gens qui disent j'en ai vraiment marre de fumer maintenant, on cherche les aspects de dépendance psychologique qui restent. Et chez certaines personnes, on voit qu'il n'y a pratiquement plus rien. La notion de plaisir a disparu, la notion de prendre une pause a disparu. Et la dépendance se situe chez certaines personnes, c'est exceptionnel, mais uniquement à un niveau de dépendance physique. Et lorsque ce sont des gens qui ont une grosse dépendance physique, c'est très facile de les aider à ce moment-là parce qu'il suffit de leur donner le bon traitement et ils se détachent de ça, de leur tabagisme très facilement quand ils sont mûrs par rapport à ça. Et de toute façon, le système de remboursement l'a bien compris aussi, comme Catherine l'évoquait. Il y a 8 consultations qui sont remboursées sur 2 ans. L'état du fumeur, enfin l'état d'esprit du fumeur à sa première consultation de tabacologie est fondamentalement différent de ce qu'on va voir 6 mois après le sevrage, ou même 1 an ou 2 après le sevrage. Et c'est toujours intéressant de revoir un tabacologue après quelques mois de sevrage, justement, pour voir s'il n'y a pas certaines choses qui apparaissent ou réapparaissent d'un manque du tabagisme. Donc la question, elle est fort intéressante, mais évidemment, elle est fort complexe parce que bien, ça évolue également au fil du temps. Voilà. Si on va... OK. On va terminer la série de questions-réponses en passant justement aux questions que un participant a posées dans le chat autour des différentes possibilités d'intervention de la sécurité sociale pour le sevrage tabagique. Donc oui, ici on a d'abord une série... Oui. Peux me permettre, je pense qu'il y a encore une question qui serait vraiment bien. C'est ici une dame, j'ai une diminution respiratoire. À votre avis, quand puis-je espérer voir une amélioration? Je pense que c'est peut-être intéressant d'en parler justement. Vas-y.
Bon, visiblement, personne n'a envie de répondre à la question. Marc, allez, vas-y. Savoir que l'intoxication au monoxyde de carbone, hein, donc un fumeur, il inhale du monoxyde de carbone, ça diminue directement sa capacité respiratoire. Donc si c'est un sportif, sa capacité sportive est directement diminuée. Maintenant, il y a d'autres phénomènes qui interviennent au fil du temps, c'est que les poumons du fumeur s'abîment au fil des années et on peut arriver. Donc, pardon, je termine la parenthèse sur le monoxyde de carbone. À partir du moment où la personne arrête de fumer, du point de vue du monoxyde de carbone, au bout de pratiquement 12 heures, elle va retrouver une capacité respiratoire égale à ce qu'elle avait au départ. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est totalement réversible. Par contre, au moment où le fumeur, pendant plusieurs années, agresse ses poumons avec des fumées du tabac, on finit par avoir certains phénomènes, dont un phénomène important, c'est que il y a des structures qui aident à respirer au niveau pulmonaire, qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, qui s'affaissent et qui deviennent du tissu qui ne fonctionne plus. Et ça s'appelle l'emphysème, qui mène à des pathologies qu'on appelle les BPCO, les bronchopneumopathies obstructives, qui là, malheureusement, sont irréversibles. À partir du moment où la personne continue à fumer, elle va continuer à abîmer ses poumons et ses capacités respiratoires vont se réduire. Et donc, on distingue 4 stades en BPCO, 1, 2, 3, 4. Et à partir du stade 3 ou 4, les personnes sont obligées de se balader avec une bouteille d'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de cesser son tabagisme avant qu'il n'y ait des dégâts irréversibles, parce que à terme, une fois qu'on arrive à des phénomènes comme l'emphysème et la BPCO qui sont liés, eh bien là, on ne sait plus rien faire. Et encore pire, évidemment, à partir du moment où la personne a souffert d'un cancer du poumon, où là, il y a également une partie du poumon qu'il faut quasiment enlever quand ça ne se découvre pas trop tard. Voilà, donc il y a la récupération du souffle est très différente suivant le stade auquel on est, suivant le nombre d'années auquel on a fumé, et éventuellement une sensibilité individuelle. Voilà. Et pour répondre à la question de Chloé, bien sûr, le sport aide à l'évacuation des toxiques, tout comme une alimentation saine et boire de l'eau en suffisance. Merci d'avoir repêché la question. Mais maintenant, on clôture. Ça va? Parce que on peut continuer à en avoir, mais c'est vrai qu'elle était intéressante. Moi, je trouvais que j'avais pas tellement envie de la prendre par cette question-là, parce que je trouvais que c'était tellement dépendant de l'état de la personne. Et ici, on sait ce que Marie vient de répondre, ben c'est une façon générale. Ici, la personne est plus dans un questionnement qui la concerne de manière individuelle. Donc, je pense qu'il faut la renvoyer vers un tabacologue ou un médecin pour répondre à la question. Mais enfin, ici, je trouve que c'est intéressant quand même d'aborder la question de manière globale. Donc ici, vous voyez différents liens utiles, notamment donc Tabastop. Donc vous allez trouver vraiment toutes les aides possibles et imaginables, les adresses des tabacologues, enfin toute une série d'informations très pratico-pratiques pour vous faire aider, si vous décidez de passer à l'acte de vous libérer du tabac. L'adresse mail, enfin plutôt le site internet du FARES aussi, et un site que Solidaris a développé autour de la santé du cœur. Donc le tabac n'est qu'un des éléments développés sur le site Santé du cœur, mais vous pouvez aller y faire un tour aussi pour avoir toutes ces informations. Dia suivante. Donc par rapport aux questions de remboursement, il y a en tout cas un pilier commun. Donc en fait, la sécurité sociale rembourse les consultations des tabacologues agréés, donc médecins et non médecins, donc avec un maximum de 8 séances sur une période de 2 ans, 30 € pour la première séance et 20 € pour les 7 suivantes. Pour les femmes enceintes, les 30 €, pour les 8 séances, c'est 30 € de remboursement. Alors, certaines mutualités, mais c'est vraiment très variable d'une mutualité à l'autre, certaines mutualités proposent d'autres avantages, par exemple au niveau des substituts nicotiniques. À savoir qu'au niveau de Tabastop, il y a une possibilité d'aide, donc pour des personnes qui ont des difficultés financières, il y a une possibilité d'aide et de remboursement des substituts nicotiniques à partir du moment où il y a eu une prescription.
Pour l'intervention de Tabastop, c'est uniquement si les personnes ont le statut BIM, donc anciennement VIPO, et si elles font l'accompagnement, le coaching par un tabacologue de Tabastop. Donc voilà, Ça est bien expliqué sur le site. Tabastop ne distribue pas les substituts nicotiniques. Série de critères qui font que vous êtes accepté ou pas dans le suivi, mais cette aide-là existe en tout cas pour des gens qui ont vraiment des problèmes Tout à fait. C'était les substituts nicotiniques. Voilà, je pense qu'on peut passer juste à la conclusion. Donc moi, ce que je voudrais juste revenir en guise de conclusion, mais sur quelques points importants qui ont été abordés ce soir. Mais d'abord le fait que on l'a répété assez souvent pendant cette soirée. Donc se libérer de la cigarette, c'est pas juste une question de volonté. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas rester seul, il faut se faire aider. Il y a toute une série d'aides possibles. Et c'est vraiment la combinaison des méthodes et des aides qui permet aux personnes de se libérer du tabac. Alors, si ce n'est pas juste une question de volonté, c'est quand même une question de motivation. Donc, c'est quand même important que la personne qui veut entrer dans une démarche de sevrage tabagique, mais c'est quand même elle qui est le moteur, qui est au centre de la démarche. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Je l'ai entendu aussi ce soir. Il n'y a pas de baguette magique. C'est vraiment la personne qui doit avoir un niveau de motivation, d'envie de se libérer du tabac, une envie de se libérer du tabac, donc pour pouvoir y arriver, donc réussir. Et finalement, la meilleure méthode, quelle est la meilleure méthode pour se libérer du tabac? Mais finalement, la meilleure méthode, ben, c'est la vôtre. Donc, c'est vous qui allez trouver ce qui convient le mieux, ce qui vous convient le mieux, ce qui marche le mieux pour vous. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a vraiment un besoin pour vous de trouver ce qui va vous convenir. Alors, il y a toute une série de bénéfices à se libérer du tabac. Donc, il n'y a pas que les questions de santé. On l'a vu dans le nuage de mots. Donc, il y a toute une série de bénéfices, d'avantages à arrêter de fumer. Et je pense que là aussi, c'est à vous, chaque fois, à la personne qui veut arrêter de fumer, qui veut se libérer du tabac, de trouver, de se motiver en fonction des bénéfices qui trouvent le plus important au sevrage tabagique. Voilà, je voudrais remercier vous toutes et tous qui ont participé à la rencontre ce soir. Évidemment, les trois intervenants tabacologues qui ont pris la parole et qui ont répondu aux questions. Et puis aussi à Solidaris et au centre de santé du Namurois qui ont organisé cette soirée. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes.